Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. La planète, les animaux et les hommes craignent pour leur santé et leur avenir. Dans quelques instants, nous allons ouvrir un nouveau dossier protection de l'environnement. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, en compagnie de Mireille Bouvier, nous allons parler de la commission nature de la France en Action. Alors nous pourrions rappeler ce qu'est la France en Action. Bonjour à tous. La France en Action est un parti qui est assez récent. Il est né juste avant les élections européennes en 2004. Et lors de ces élections, il a recueilli 300 000 voix alors que très peu de gens nous connaissaient. L'important dans ce parti, c'est le respect de toutes choses. Essentiellement, le grand leitmotiv, c'est en finir avec les souffrances évitables. Alors à la France en Action, vous pensez que toute forme de vie est liée ? Toute forme de vie est liée. Dans la commission nature et protection animale, dont je suis spécialement chargée, c'est exactement ça qu'il nous faut expliquer. La protection animale, ça n'est pas qu'une histoire de chiens et de chats, ça l'est bien sûr au niveau de la conscience individuelle et de la violence dans ce monde. Toute violence s'exerce envers toute forme de vie. Si l'on apprend à être violent avec un animal, on glisse vite vers la violence envers un humain. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, mis à part ce respect qu'on doit à tous les animaux domestiques, il est essentiel de mettre l'accent sur les liens avec la santé humaine et la santé de la planète. Alors, on peut peut-être prendre deux exemples très simples. La condition animale, la façon dont on traite les animaux dans les élevages industriels. Ce sont des concentrations d'animaux absolument énormes. Je vous donne un petit exemple. Il y a 5 milliards de poules pondeuses dans le monde. Elles sont entassées de manière tellement abominable, ça peut représenter 8 étages dans des hangars fermés. Nous avons 45 milliards de poulets de chair au monde, 830 millions de ces poulets de chair rien qu'en France. On peut les entasser jusqu'à 24 animaux au mètre carré. Ces animaux sont élevés dans des conditions vraiment insupportables. Oui, ça veut dire que l'entassement est tellement énorme que ces animaux ne peuvent absolument pas bouger, ni étirer une aile, ni bien sûr voir la lumière du jour, ni gratter, ni accomplir tous les actes qui sont naturels à ces animaux. Et évidemment, le stress est obligatoire, l'affolement, les maladies dues à des entassements pareils. Alors, voilà précisément le sujet et les interactions, elles sont très graves. C'est de ces entassements dans le monde entier qu'est né le virus de la grippe aviaire. Il est assez simple de comprendre que quand des animaux sont entassés à ce point-là, les maladies se développent à très grande vitesse. Donc ces animaux sont gavés de médicaments de toutes sortes, d'antibiotiques. Nous devenons résistants en absorbant la chair de ces animaux. Les déjections de ces animaux souillent les eaux, les sols et même l'air. Et vraiment, les répercussions de la manière dont on traite l'animal sur la santé humaine, c'est énorme. L'autre exemple vraiment typique, c'est l'expérimentation animale. Il faut savoir qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, au Canada, partout dans le monde, des scientifiques, des chercheurs, des médecins s'élèvent contre l'expérimentation animale. C'est un modèle absolument moyenâgeux qui n'a absolument rien de scientifique. Nous ne sommes pas des souris, nous ne vivons pas la même longueur de vie qu'une souris, nous ne sommes même pas un singe, même si on se ressemble beaucoup. Nous avons développé une niche écologique tout à fait particulière. On ne pourra jamais transposer des expériences sur les animaux au modèle humain. C'est le plus grand mensonge qu'on ait fait au public depuis des siècles. Et les expériences qui sont réalisées justement sur les animaux sont tronquées et ne sont pas valables puisque un animal est complètement différent d'un être humain. Et donc on en parlait justement sur Fréquence Évasion avec le professeur Reiss.
Tout à fait. Donc on comprend très bien que si l'on prend l'exemple de souris, les lignées de souris sont extrêmement multiples. On connaît la souris qui est peu résistante, on connaît la souris qui est très résistante. Si l'on veut prouver que le produit qu'on va mettre sur le marché ne nuit pas à l'homme, on va prendre la souris très résistante. Et si on veut prouver que le concurrent a un produit à mettre sur le marché qu'on ne veut pas voir arriver sur ce marché, on va faire un test sur une souris non résistante et on va prouver que le produit en question est très nocif pour l'humain. Donc il faut bien comprendre que ces expériences sur les animaux qui sont complètement infalsifiables, je crois que c'est le maître mot, qu'on utilise pour appuyer le résultat que l'on veut soi-même, eh bien elles permettent de mettre sur le marché des milliers et des milliers de tonnes de pesticides, d'insecticides, de produits chimiques de toutes sortes. Et je crois que tout le monde peut voir les effets de ces produits chimiques sur l'organisme humain, sur les cancers, sur les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, sur les stérilités, sur les allergies. Combien d'enfants allergiques, combien d'enfants asthmatiques aujourd'hui? Il y a également un programme sur les produits toxiques où on va faire encore des tests sur les animaux. Exactement, il s'agit du programme REACH. C'est tout simplement un programme d'évaluation de ces 100 000 produits chimiques qui sont partout dans notre quotidien. Donc, très judicieusement, de nombreuses personnes qui se préoccupent aujourd'hui de santé humaine et d'écologie ont demandé à ce que ces 100 000 produits chimiques soient testés. Le Parlement européen et la Commission européenne ont réduit ce nombre, après avoir étudié la question, à 30 000, si ce n'est 10 000 aujourd'hui. Et comment va-t-on tester ces produits chimiques? À nouveau, sur des animaux auxquels, j'insiste, on fait dire exactement ce qu'on veut. Donc on aura beau jeu de dire au public, on s'occupe bien de votre santé, nous allons tester ces produits. Tant qu'on les testera sur des animaux, nous n'en sortirons pas parce que, à nouveau, on pourra dire ces produits sont sans danger pour l'humain. Or, il faut surtout savoir qu'il existe des méthodes infalsifiables, extrêmement rigoureuses, qu'ont développées les scientifiques, en particulier les spécialistes de la toxicologie moléculaire. Ils savent étudier et mesurer la toxicité de tous ces produits chimiques par diverses méthodes. Un exemple, ça peut être les puces à ADN. Il existe d'autres méthodes. C'est très rapide. C'est beaucoup moins cher que l'expérimentation animale. Ça existe. Tout ce que nous demandons, c'est que les gens soient attentifs au fait que cela existe, qu'ils veuillent bien être curieux, aller chercher des informations, comprendre comment ça marche, surtout savoir que c'est possible. Il y a quelques années, on aurait fait des tests sur les grands primates concernant le VIH et justement ces tests se seront révélés négatifs et c'est pour ça qu'on se serait retrouvé avec le sang contaminé et la propagation du sida. C'est complètement exact. Et je rajoute toujours qu'on récolte aujourd'hui des sommes colossales pour la recherche sur le sida. Que fait-on de cet argent ? À chaque fois que l'on demande des explications aux chercheurs qui expérimentent sur des animaux, ils vous répondent systématiquement, je crois que les auditeurs seront attentifs la prochaine fois à ces réponses, donc ils vous répondent que on a beaucoup expérimenté sur des souris, donc c'est très prometteur. Et maintenant, nous allons passer aux expérimentations sur les chiens. Et d'ici quelques années, nous serons capables de transposer à des humains. Donc ça fait 19 ans pour mémoire que le Téléthon existe, qu'on récolte de l'argent pour la recherche. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et pour le sida, on récolte des sommes colossales. C'est la même chose. Tant que les expériences se feront sur des primates, ces primates ne développent pas la maladie. Donc c'est de l'argent absolument perdu. Il faut bien le dire clairement, avoir le courage de le dire et demander des comptes sur les résultats véritablement. Alors il y a d'autres solutions pour la recherche, pour les chercheurs. Il y a la mise en place, la culture de cellules souches où on peut travailler justement les cellules souches humaines qui sont beaucoup plus fiables. Bien évidemment, et le professeur Rice du comité scientifique Antidote ou bien les scientifiques du comité français Pro-Anima, il existe ces mêmes comités scientifiques qui réclament l'arrêt de l'expérimentation animale dans les autres pays, comme on l'a dit. Donc, vont
utiliser d'autres méthodes. Elles sont multiples, elles sont nombreuses. Et à partir de la cellule humaine, ils sont capables de faire des choses fantastiques. Ce sont des technologies très compliquées. À nouveau, on ne peut pas tout expliquer ici, mais on peut les questionner. Ils sont tout à fait disponibles. Ils ont tous les moyens d'explorer le corps humain, de faire de la recherche à partir de cellules et d'organes reliés les uns aux autres pour simplifier. Alors pourquoi aujourd'hui on ne valide pas ces méthodes scientifiques ? C'est-à-dire que tant que l'on peut se référer au modèle animal, eh bien on lui fait dire ce qu'on veut. Donc ça permet de mettre sur le marché des produits, en particulier ces produits chimiques dont nous parlions, de toutes sortes. Je vous donne un exemple. Dans l'industrie cosmétique, les produits chimiques sont très peu chers. C'est très facile à fabriquer et reproductible très rapidement. Donc on utilise beaucoup de ces produits que beaucoup de médecins scientifiques se reconnaissent comme dangereux, toxiques pour l'homme aujourd'hui. Et étant très peu chers, bien sûr, les industriels ont intérêt à garder ces produits qui sont si simples à fabriquer. S'ils sont toxiques, évidemment, le profit dans notre société prime sur la santé humaine. Donc, voilà, cette toxicité est remise à l'arrière-plan et on utilise l'animal pour pouvoir sortir des produits pas chers sur le marché. Il faut bien remarquer que c'est le consommateur qui décide en privilégiant ces produits très peu chers. À notre sens, il vaut mieux un produit labellisé Nature et Progrès qui soit exempt de tout produit chimique, même si on le paye un peu plus cher, en utiliser beaucoup moins. Il faut apprendre simplement à moins consommer, à moins gaspiller aujourd'hui. Alors pourquoi ne développe-t-on pas les méthodes alternatives ? Oui, je crois que c'est vraiment le problème essentiel. Les scientifiques du monde entier ont énormément de données et pour l'instant on ne les partage pas. Donc c'est une chose extrêmement facile à mettre en place. Il suffit d'une bonne volonté de leur part et d'une bonne volonté politique. Du jour au lendemain, cela peut exister. Quant à la validation de ces méthodes alternatives qui existent, eh bien, c'est la même chose. Il suffit d'une volonté politique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La référence pour valider ces méthodes nouvelles, scientifiques, rigoureuses, eh bien, c'est la comparaison avec l'animal. Je ne sais pas si c'est très compréhensible pour tous les auditeurs. Ça veut dire que si on développe une méthode, prenons un exemple sur des puces à ADN, qui va estimer que ces puces à ADN sont un bon modèle pour mesurer la toxicité des produits ou d'un médicament, peu importe, eh bien, ce sont des gens qui vont dire, voilà, nous avons le modèle animal, il dit ceci, cela, et vos puces à ADN, est-ce qu'elles disent la même chose ? Pour pouvoir arriver à la conclusion que les puces ADN sont efficaces également et qu'on va pouvoir les valider. Donc ça n'a aucun sens. Et simplement, il faudrait que les auditeurs, le public, chacun d'entre nous et les politiques soient à l'écoute de ces nouvelles méthodes. Alors à la France en Action, vous dites qu'il faut faire appliquer immédiatement les lois justement qui vont dans le bon sens. Exactement, c'est très facile à faire. Il y a, si on reprend au départ, les lois toutes simples de protection animale qui aujourd'hui ne sont pas appliquées. Commençons déjà par là, à demander aux élus d'appliquer ces lois de protection animale. Un exemple, les refuges qui partout en France débordent d'animaux, ne peuvent plus les accueillir, tout simplement parce que les élus de chaque département refusent d'appliquer les lois de protection animale, à savoir avoir une convention avec la fourrière ou le refuge le plus proche. Ça coûte un tout petit peu d'argent, tellement peu que c'en est ridicule. Et non, ils ne veulent pas et ils bafouent tout simplement la loi. Alors dans la définition de certaines lois, on définissait un animal comme un meuble. Alors aujourd'hui, est-ce que ça a tendance à changer ? Est-ce qu'on définit un animal comme un être à part entière ? Absolument pas. Et les politiques de droite ou de gauche ont toujours clamé qu'on n'était pas prêt d'y arriver. Voilà, c'était exactement ce qu'ils disaient, que jamais ils ne considéraient l'animal comme autre chose que comme un meuble, parce qu'à nouveau, les intérêts économiques sont bien trop importants. Si nous revenons à cette histoire de poules pondeuses et de poulets,
On peut facilement imaginer que, ne le considérant plus comme un meuble du jour au lendemain, nous n'aurions plus le droit de les entasser d'une manière aussi indigne. Et c'est ce que nous réclamons avec la France en Action, bien entendu. Parlons de la maltraitance animale. Prenons le cas des animaux domestiques, comme les chiens par exemple. Il y a certains chiens qui sont attachés à une niche avec, 50 cm de corde et qui ne peuvent pas bouger, qui sont là cloués à vie à leur niche. Par exemple. C'est quelquefois des chaînes d'1 mètre de longueur, le chien attaché à la niche ou dans des parcs minuscules. Et dans d'autres pays, les conditions de vie sont légiférées. On doit sortir son animal 3 fois par jour, comme par exemple en Autriche. Il faut que nous arrivions à ceci en France. On voit énormément de maltraitance. Nous avons très peu de possibilités d'agir, simplement parce que les magistrats ne veulent pas prendre en considération le problème. Les maltraitances de chiens et de chats sont multiples. Les maltraitances sur les chevaux aujourd'hui sont croissantes. Et nous devons absolument imposer des lois, faire appliquer les lois, premier temps, et après proposer des lois pour que les animaux aient des conditions de vie décentes en fonction de leurs besoins physiques, mais aussi psychologiques. Ce sont des êtres vivants, sensibles. Et comme vous le disiez, la loi actuellement les considère toujours comme un meuble. C'est-à-dire qu'on peut vous saisir votre chien, votre chat, votre cheval exactement comme un meuble. Si on a des vaches couvertes d'escarres, couvertes ni abreuvées, ni nourries, dans un parc avec une patte cassée, s'il y a une liquidation judiciaire qui se greffe là-dessus, ces animaux sont considérés comme des meubles, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les soigner. Nous avons infiniment de dossiers d'animaux morts de manque de soins qui sont toujours laissés sans suite. J'ai dit tout à l'heure que beaucoup d'élus bafouaient la loi, pas tous évidemment, mais dans un département comme le mien, en Savoie, eh bien, la moitié des élus ne respectent pas la loi. Donc ces animaux ont droit à de la considération, c'est le respect de toute vie. L'humain y a intérêt au niveau de sa santé, au niveau de la planète. Nous devons absolument élever la conscience de chacun envers le monde animal comme envers tous les autres règnes sur cette planète. Alors un autre problème, on ne se lassera jamais de le répéter, n'abandonnez pas votre animal pour quelques jours de vacances, ça c'est le slogan de la Fondation Brigitte Bardot. Alors que peut-on faire? Est-ce que l'on ne peut pas durcir la loi pour enfin que les maîtres qui abandonnent leurs animaux l'été pour partir en vacances soient vraiment punis, mais sévèrement? Alors, il y a une loi qui sanctionne les abandons d'animaux, mais que voulez-vous faire? Les gens l'abandonnent au milieu de la forêt, l'attachent à la grille du refuge le plus proche. Si le refuge du département qui, faute de place, faute de moyens, refuse d'accepter l'animal, ils vont l'abandonner dans le département voisin. Ça, c'est véritablement une question de conscience individuelle, mais collective également, parce que quand chacun nous dirons aux gens, n'achetez tout d'abord pas un animal, un chiot, parce qu'il vous fait craquer et que c'est un joli cadeau. Ça, ce sont des animaux qui sont voués à l'abandon quelques années après, parce que quand l'animal est considéré comme un objet, dès qu'on en a assez, on le jette pour passer à autre chose. Tant que nous n'aurons pas interdit la vente par les particuliers, par petites annonces plusieurs fois dans l'année, nous aurons des chiots qui sont invendus, qui arrivent dans les refuges. Alors évidemment, ces chiots, ils sont facilement plaçables, puisque les gens veulent des chiens jeunes et beaux. Les vieux chiens restent toujours des années à moisir dans les refuges, personne n'en veut, c'est la civilisation d'aujourd'hui. Eh bien voilà, ces chiots qui arrivent dans les refuges, ils sont placés, mais ils empêchent aussi des chiens dans la moyenne d'âge de sortir de ces mêmes refuges. Il n'y a pas assez de place. Les fonds publics doivent aussi servir à construire de nouveaux refuges parce qu'ils correspondent à un fait de société. Beaucoup de gens, considérant l'animal comme un meuble, les abandonnent. Donc c'est un problème civique à traiter. Les gouvernements doivent absolument
prendre ce problème à bras-le-corps et le considérer et donner l'argent qu'il faut pour y apporter une solution. Un autre problème qu'il faudrait aborder, le problème de la stérilisation. Ne peut-on pas prendre en compte justement, je ne sais pas, au niveau des communes, des campagnes de stérilisation, peut-être pas gratuites, mais à moindre coût par exemple? C'est tout à fait la même chose. Vous allez voir le maire du village en lui demandant de stériliser la vingtaine de chats qui courent sur la place. Ils vous refusent, ils n'ont pas d'argent. Par contre, que d'argent disponible pour tout un tas d'autres choses qui leur tiennent à cœur à eux, mais pas à nous. Et c'est là qu'il y a aussi un manque de démocratie. Les fonds publics devraient servir à répondre aux attentes d'un peu tout le monde et non pas de certains qui sont en place. C'est bien le grand problème, l'incompréhension entre le grand public et les politiques de droite ou de gauche aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne sont pas entendus, et pas seulement dans la protection animale. Aussi, stérilisation, c'est la même chose. C'est un devoir civique de la part des élus. C'est un problème qui existe. C'est à eux de régler ce problème. C'est extrêmement facile. Ça prend peu de temps, peu d'argent. Ça ne tient qu'à leur bonne volonté de le faire. Et il nous faut des campagnes d'information auprès du grand public pour expliquer l'intérêt. On voit encore des gens qui pensent que si leur chien n'a pas au moins une portée, leur chienne, pardon, elle va attraper un cancer, une manite, etc. Mais il n'y a rien de plus faux. Nous avons besoin d'informer les gens. Ça aussi, c'est un devoir des politiques. Ils doivent donner une information correcte à tout un chacun. Alors parlons du tatouage. Le tatouage est obligatoire. Il faudrait insister, sensibiliser les personnes qui détiennent un animal, un chien, un chat, un animal domestique, qu'il faut absolument tatouer son animal. C'est vraiment une obligation. Bien sûr, c'est une obligation à l'heure actuelle, mais nous n'avons aucun moyen de contrôle pour voir si cela est fait ou non. Et c'est bien là une des questions essentielles. Les instances qui sont habilitées à vérifier si les lois sont appliquées sont trop peu nombreuses et ont très peu de pouvoir finalement. Il faut absolument multiplier les emplois dans les services vétérinaires qui, eux, vont vérifier en cas de maltraitance. Il faut créer des emplois dans les associations de protection animale, les aider à créer ces emplois. Elles sont extrêmement nombreuses, elles ont un travail énorme à faire. Et d'ailleurs, non pas que dans les associations de protection animale, mais toutes les associations qui existent en France, qui se chargent des problèmes que les divers gouvernements n'ont jamais su traiter. Celles-là sont extrêmement créatrices d'emplois, il faut les aider. Ce qu'il faudrait aussi empêcher, c'est que l'on tue les animaux dans les fourrières. Là, c'est absolument révoltant. C'est tout à fait le même schéma dans tous les refuges de France. Pas d'argent, pas de place. Donc on est obligé de tuer, et ce n'est pas, le mot exact n'est pas euthanasie, c'est tuer, parce que ce sont des animaux en bonne santé, des chiens qui ont 2-3 ans, ou les plus vieux bien évidemment, qui sont tués en premier pour faire de la place. Mais pourquoi on revient toujours à cette question? Parce que la moitié des élus de chaque département français refusent ou méprisent ou ignorent la loi, à savoir l'obligation d'avoir une convention avec la fourrière ou le refuge le plus proche pour accueillir les chats et les chiens abandonnés. Ça veut dire donner une toute petite somme d'argent, permettez-moi de le répéter, par habitant par an, qui est absolument une somme infime sur le budget d'une commune, pour que ces refuges fourrières soient en mesure d'accueillir ces animaux. Alors aujourd'hui, on systématise, on règle le problème en surface, on trappe les chats errants et on les fait tuer par des sociétés spécialisées qu'on privilégie au détriment des refuges. Et pour les chiens, c'est la même chose. Donc la loi, c'est de garder le chien, l'animal abandonné 8 jours ouvrables. Et au bout de ces 8 jours, il peut être tué. Voilà, c'est ça en France aujourd'hui. Alors à chaque fois sur Fréquence Évasion que nous parlons protection animale, on ne peut pas ne pas évoquer le problème des corridas dans le sud de la France. On ne citera pas de nom, mais il y a certaines communes justement qui sont pro-corrida, qui oublie un petit peu l'alinéa 3. Il ne faut pas l'oublier. Nous parlons de corrida, bien évidemment. Et là, la France en Action et sa commission de protection animale
et de protection de toute forme de vie est clair. Nous demandons l'abrogation immédiate, tout simplement demain, de la corrida. C'est un spectacle absolument cruel, d'une cruauté infinie, indigne d'un humain civilisé aujourd'hui. Et l'alinéa dont vous parlez, bien entendu, interdit tout acte cruel envers un animal. Je crois que l'évidence est là, absolue, claire. C'est d'une cruauté, personne ne peut contester ça. Donc qu'est-ce qu'on invoque? La tradition. Mais écoutez, à notre avis, n'importe quelle autre tradition aurait pu être évoquée, qui arrange d'autres personnes qui auront envie de faire d'autres actes cruels sur des humains. Heureusement que les traditions ne perdurent pas, heureusement qu'elles évoluent, heureusement que les gens changent, sinon nous en serions encore à considérer les gens à la peau noire, esclaves dans les champs de coton, comme une chose naturelle. Il paraîtrait qu'on scie les cornes du taureau, il paraît qu'on drogue aussi les animaux avant qu'ils rentrent dans l'arène, donc ça c'est une forme de maltraitance qu'il faut absolument arrêter. Et vous militez pour ça à la France en Action. Moi-même, qui suis impliquée dans la protection animale depuis de nombreuses années, je voyais le côté extrêmement cruel. Des gens se levaient pour applaudir à la mort et à la torture. Mais les choses sont soigneusement cachées. La préparation du taureau, c'est les cornes sciées alors que c'est un organe sensible. C'est de la vaseline dans les yeux pour qu'il ait une moins bonne vision. C'est des coups sur son échine pour l'affaiblir. C'est du coton dans les narines. C'est des pics dans les parties génitales. C'est des coins dans les sabots. Et peu de gens sont informés de la souffrance. Ils ne la voient pas. Ces bomberies qui abîment, qui blessent, qui font mal. Et donc, tout ça, des gens pourront nous répondre, c'est pas vrai. Je crois que c'est à chaque personne d'estimer la probabilité que ces actes soient réels ou non. Il y a également les chevaux qui seraient maltraités. Je dirais une chose simple, regardez les yeux du cheval lors d'une corrida. Il est obligé de faire son travail. Ses yeux sont exorbités, affolés. Qui pourrait demander ça à un cheval à qui on doit le respect pour simplement sa noblesse, sa beauté, et on oublie très souvent à propos des chevaux ce qu'on leur doit. Ces chevaux, ils ont été de tout temps nos compagnons depuis l'évolution de la société. Ils nous ont servi de moteur, de transport, de moyens de labour, de véhicules, de tout. Ce sont des animaux qui ont fait d'innombrables guerres, à qui se retrouvaient sur le champ de bataille, les jarrets coupés, et qu'on n'achevait pas pour économiser une balle. Nous avons le devoir de mémoire envers ces chevaux. Nous, quand nous les voyons dans les arènes, pour le plaisir d'une poignée d'humains qui se lèvent pour applaudir la mort, ces chevaux qui risquent leur vie, leur peau, qui sont éventrés bien souvent, non, c'est inacceptable. Ces chevaux à qui on met du wheat spirit dans les yeux et on leur bourre, je crois, les oreilles de papier. Il y a également aussi dans le sud-ouest, alors le problème du gavage d'oie, on pourra en parler en quelques mots si vous le voulez bien. Le gavage d'oie. Et bien sûr, nous sommes dans une civilisation où tout est fait pour le plaisir et où les gens hésitent évidemment à renoncer à tout ce qui peut les contenter. Certains humains ne voient pas la souffrance de ces animaux et on va même jusqu'à dire que c'est un acte naturel que les migrateurs se gavent. Bien sûr, ils se gavent, mais jamais jusqu'au point d'avoir un foie malade. Un foie gras n'est qu'un foie malade, cirrhosé tout simplement. C'est pour nous, il est à peu près incompréhensible de se régaler avec une chose pareille. Bien sûr, c'est bon au palais, mais comment est-ce que l'humanité peut évoluer en ne regardant que son plaisir? Il faut bien s'imaginer le calvaire que vivent ces animaux, d'être gavés chaque jour. C'est comme si à un être humain, on imposait d'avaler 13 à 14 kilos de pâtes dans la journée, tous les jours. Alors il y a également le problème des cuisses de grenouille. C'est pareil, trop peu de gens sont informés de leur provenance. Et maintenant, les marchés sont épuisés en Europe, elles viennent d'Asie ou de certains pays de l'Est. Elles sont coupées vivantes, agonisent pendant des heures, si ce n'est des jours,
À nouveau, plaisir de l'assiette et trop peu de conscience. Alors nous pourrions en quelques mots aborder le problème de la faim dans le monde et de l'élevage industriel. Oui, c'est très important. Simplement, nous oublions ou nous ne savons pas que pour nourrir les animaux qui vont faire notre beefsteak, ou n'oublions pas notre tranche de jambon, notre charcuterie, il faut de la nourriture. Cette nourriture, elle provient d'où? Elle provient essentiellement du tiers-monde. Nous importons des céréales du tiers-monde pour nourrir les animaux des élevages industriels. Là où ces céréales pourraient nourrir les gens qui ne mangent pas à leur faim, elles sont prélevées, envoyées vers les pays européens ou les pays développés pour nourrir le bétail qui feront nos fast-foods et tout ce que nous avons dans l'assiette comme produits carnés. Et les forêts, même les grandes forêts primaires, sont détruites soit pour faire pâturer du bétail, parce que nous avons une consommation excessive de viande, ou soit pour y faire pousser le soja ou les autres céréales qui alimenteront ce bétail. Donc, chaque fois que nous mangeons de la viande et les sous-produits carnés en quantité excessive, nous enlevons de la bouche des gens qui ont faim une partie de leur nourriture. Il y a également chaque année de nombreux déchets industriels qui sont relâchés sans vergogne comme ça dans la nature et qui détériorent petit à petit l'environnement. Quelques chiffres, les élevages industriels produisent 20% du méthane. C'est ce gaz qui contribue à l'aggravation de l'effet de serre. Simplement la concentration de ces animaux et leur nombre. Et pour produire 1 kilo de viande, rappelons qu'il faut 10 000 litres d'eau. Tout le monde a entendu parler du problème de l'eau sur cette planète. Donc cette eau potable, elle alimente grandement les élevages industriels. L'érosion des sols est due essentiellement aux élevages industriels. Et les rejets de tous ces élevages industriels passent directement, on a bien compris, dans l'eau, les rivières, les mers, leur faune, leur flore. Est-ce qu'il est besoin de rappeler l'état de certaines baies le long de la côte bretonne envahies d'algues? Ce sont les rejets des élevages de porcs, ce sont tous les nitrates, tous les médicaments, n'oublions pas tous les antibiotiques qu'ont absorbé ces animaux qui passent aussi dans leur déjection. Et l'éthique dans tout ça, que faut-il en penser? Oui, je crois que finalement, la question est là. Est-ce qu'on a le droit d'entasser des animaux à ce point-là? Est-ce qu'on a le droit de les torturer dans des laboratoires? Est-ce qu'on a le droit de les enfermer simplement pour notre plaisir ou pour ce qui nous semble utile à ce moment précis de notre civilisation? Je crois que ça mérite d'y réfléchir. Si on avait un petit peu plus de respect pour des êtres qui souffrent, parce que ce sont des êtres qui souffrent, je crois que personne ne pourra nous le contester, mais je crois qu'on apprendrait à avoir un petit peu plus de compassion les uns envers les autres, un petit peu plus de respect des autres, de la différence. Et je finis toujours par citer ce texte de Marguerite Yourcenar qui le dit tellement mieux que nous, que si nous avions eu plus de compassion, de pitié, de respect pour tous ces animaux qu'on transporte dans des wagons mourant de soif, les pattes brisées, ou pour ces animaux trappés dans des pièges pour la fourrure qui se rongent les pattes pour s'en libérer, parce que c'est encore ça. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de prélèvements pour la fourrure dans la nature, dans les forêts sauvages. Eh bien, Marguerite Yourcenar dit que si nous avions eu plus de pitié pour eux, nous n'aurions jamais laissé partir des humains dans des wagons plombés à une certaine époque. On pourrait aussi également parler des animaux de ferme, puisqu'on a tendance à aussi oublier les animaux de ferme. On parle souvent des animaux domestiques. Ces animaux de ferme, bien souvent, on ne prend pas en considération le fait que ce sont des êtres. Bien sûr, et il faut préciser que la France est malheureusement le seul pays de la communauté européenne à avoir récemment refusé de toutes ses forces l'amélioration des conditions d'élevage, en particulier sur les poulets. Le seul pays à avoir refusé. Les poulets sont entassés à 24 par mètre carré, comme nous le disions. On demandait simplement que ce chiffre descende à 16 et la France refuse. Et je crois que la France est le dernier pays à manger encore du cheval. C'est un des derniers pays à manger du cheval. Oui. On
le disait tout à l'heure, avec le devoir de mémoire que nous avons envers cet animal, avec toutes les possibilités de se nourrir qui nous sont offertes. Comment est-ce qu'on peut encore manger du cheval aujourd'hui ? Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Alors à la France en Action, vous demandez de mettre en place des menus bio et végétariens dans toutes les communautés. Alors ça, c'est une de nos demandes et nous sommes très clairs là-dessus aussi. Le végétarisme est un choix éthique, un choix de société et obligatoirement, il doit être accessible à toute personne qui en a envie, qui en ferait la demande et obligatoirement, il doit être proposé dans toutes les collectivités. Ce serait d'ailleurs un bienfait pour la planète à notre sens, mais en tout cas, on a au moins le devoir d'informer, de savoir que c'est possible, que ça existe et ensuite laisser le libre choix aux gens. Et c'est un petit peu compliqué cette question-là parce que c'est un peu la même chose que les menus bio qu'on serait en droit d'attendre dans toute collectivité. Et il faut bien se mettre en situation. La personne qui a toujours cuisiné de manière traditionnelle dans une collectivité à qui on demande de faire un menu bio, si elle n'est pas aidée, elle va mettre des mets peu appétissants qui ne plairont pas aux enfants et on finira par dire on supprime. Donc nous avons aussi un devoir collectif de s'entraider sur ces questions-là et de laisser le choix à tous. Il y a quelques années, on donnait des cours de morale dans les écoles. On pourrait donner aujourd'hui des cours de respect de la vie, par exemple. Voilà, n'appelons plus ça morale, parce que la morale est bien diversifiée aujourd'hui. Donc respectons le choix de toute personne. Mais cet enseignement au respect de la vie, je crois qu'à travers notre discussion, nous avons bien vu à quel point tout était lié. Et c'est ça qu'il faut commencer à prendre aux tout petits et tout au long de la scolarité, le respect de toute forme de vie. Et à nouveau, nous glissons facilement vers de l'animal à l'humain ou inversement. Si nous apprenons le respect envers ce qui est vivant, envers la nature, envers l'animal, en même temps se développe un respect envers les autres humains obligatoirement. Si nous apprenons à être moins violents envers des êtres plus faibles que sont les animaux, nous apprenons à considérer la fragilité des autres et la différence des autres. À l'inverse, si nous n'avons aucun respect pour un animal et qu'on peut le torturer, lui arracher les pattes, ne serait-ce que d'une sauterelle, parce que ça compte moins, alors après, quand on grandit, qu'est-ce qui peut compter moins? Tout ce qui nous arrange va compter moins. Voler le sac d'une vieille dame, fracasser un magasin, jamais les jeunes n'auront cette conscience que l'autre en face, qu'on agresse, peut souffrir. Il y a également le problème de la chasse. Certains auditeurs de Fréquence Évasion nous envoient des mails de temps à autre. Ils commencent à s'interroger justement sur la nécessité de la chasse aujourd'hui. Donc la chasse, on pourrait au minimum régler certains problèmes tels que la chasse à courre. Nous sommes le dernier pays d'Europe à l'autoriser. Cette chasse à courre est d'une cruauté innommable. Elle concerne 0,03% des chasseurs. Elle est toujours autorisée et elle se pratique dans des forêts domaniales et sur des terrains privés. Vous imaginez les dégâts sur la chasse, sur la faune sauvage, surtout en période de reproduction comme au mois de mars, période à laquelle elle est autorisée. Il passe sur des terrains privés. C'est autorisé aujourd'hui, il faut le savoir. Ensuite, je discutais récemment avec un chasseur dans le parc de la Vanoise, en Tarentaise, dans les Alpes. Les chasseurs veulent à nouveau tirer le bouquetin. Donc, les entendre, ils vont proliférer ces bouquetins. Mais proliférer à leur sens à eux, est-ce que pour d'autres gens, il n'y aurait pas assez de place pour tous ces animaux? Simplement, ces animaux, il faut bien comprendre qu'ils se nourrissent en période ou de manque de nourriture, de l'écorce des arbres. Et tout arbre abîmé est considéré par l'Office des eaux et forêts comme un arbre qui ne sera plus exploitable. Donc,
Conclusion, il faut supprimer des animaux et il faut à nouveau tirer des bouquetins. C'est un petit peu schématique, mais c'est le sens de cette question qui se soulève actuellement dans les départements des Alpes. Alors que dire aussi des trafiquants de fourrure? On chasse toujours aujourd'hui pour faire des manteaux de fourrure. Que dire? La fourrure, évidemment. La fourrure des chiens et des chats, c'était dans tous les médias récemment. On a vu des images grâce à des associations de protection animale qui ont des comportements héroïques. Moi, je ne sais pas personnellement comment on trouve le courage d'aller tourner de telles images, ces animaux ébouillantés vivants, écorchés vivants dans les pays d'Asie. Donc écorchés vivants pour la fourrure, elle est plus jolie quand l'animal souffre énormément au dernier moment. Donc effectivement, nous sommes arrivés à une interdiction de l'importation de ces peaux de chiens et de chats dans la communauté européenne. Mais il faut encore bien comprendre que si c'est un pays, admettons, de l'Est qui importe ces peaux et qui les revend à un autre pays comme la France, eh bien nous retrouverons encore sur nos marchés des peaux de chiens et de chats avec aucun étiquetage bien entendu. Donc là, la seule solution, c'est à nouveau d'en appeler à la conscience de chaque personne qui va acheter un petit pull avec un col de fourrure, des petits pompons en fourrure, des ceintures. Il faut bien savoir que ces peaux d'animaux sont découpées en petits morceaux de manière à ce que ça ne se voit pas trop, moins qu'avant, moins que le grand manteau de fourrure qui tombe jusqu'au pied d'une dame. Et en ce qui concerne les fourrures d'autres animaux, renards, visons, etc., il faut avoir vu à quoi ressemblent ces élevages. Des animaux, c'est un peu comme les poulets d'élevage industriel, entassés sur des grilles, des pattes cassées non soignées parce que tant que la fourrure sur le dos n'est pas abîmée, eh bien ça n'a pas d'importance. Des animaux à fourrure enfermés dans des cages minuscules tout l'été sous des chaleurs énorme. Et puis c'est toujours, comme on disait, les pièges dans les forêts. Il y a encore énormément d'animaux, les pattes prises dans des pièges. On va faire un petit peu de pub pour la Redoute qui aurait pris position et qui aurait interdit justement ce trafic. Alors soyons clairs aussi et honorons les prises de position très claires également. C'est la Redoute et Promode, il me semble, sauf erreur de ma part, qui se sont résolus à ne plus vendre de fourrure et qu'ils en soient honorés. Alors nous allons conclure cette émission dans quelques instants. Alors que souhaiteriez-vous dire au nom de la France en Action aux auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent en ce moment pour les inciter à réfléchir et respecter justement l'environnement, l'humain et les animaux? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que le monde actuel a vraiment besoin de plus de compassion, de plus de respect de l'autre. Je crois que c'est vraiment ça. Si on avait une seule chose à retenir, ce serait probablement d'être attentif à la manière dont on éduque les jeunes, bien faire comprendre ces interactions entre toutes choses. Et voilà, ce mouvement, la France en Action, est à l'image de ce que nous disions en matière de protection animale, de santé humaine, de planète. Tout est lié. La France en Action est un mouvement qui regroupe des gens de tous horizons, beaucoup d'associations, de petits chefs d'entreprise, de chefs de petites entreprises, de monde, tout le monde, tous les gens qui ne sont pas écoutés, qui sont méprisés. Et être ensemble, c'est une force. Être ensemble d'horizons aussi différents, c'est apprendre à s'écouter, à se comprendre et à mieux se respecter. Nous aurions une vie bien meilleure si à tout niveau nous savions faire ça. Et vous pouvez rejoindre le site de la France en Action, il y a un lien sur le site de Fréquence Évasion. Voilà. À très bientôt. Merci d'avoir développé ce problème animal, ce problème de la protection de l'environnement, de la nature. À très bientôt sur cette antenne. Au revoir. C'est vraiment nous qui vous remercions. Soyons ensemble, soyons à l'écoute. Vous nous le permettez. Et c'est nous qui vous en remercions à nouveau. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud.